Professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, on le sait, à l'Institut Pasteur, membre du conseil scientifique, puisqu'on parle de l'Institut Pasteur du 7 au 11 octobre, c'est-à-dire à partir de demain, 14e édition du Pasteur Don. C'est important, il faut donner, parce que l'Institut Pasteur, 2700 personnes, je crois. 144, je regarde, 144 unités de recherche. Enfin bon, 32 instituts dans le monde. Vous avez besoin de dons. C'est comme ça que vous vivez en partie. C'est comme ça qu'on vit en partie. C'est aussi ce qui nous donne notre réactivité. Oui. Quand il a fallu en janvier dernier démarrer rapidement la mise au point d'un test, cultiver le virus, séquencer ce virus, envoyer des équipes sur le terrain, c'est grâce à vos dons qu'on a pu être immédiatement opérationnel. Et puis après, c'est vrai, on a un processus en recherche de demande de financement institutionnel, mais ça prend toujours un peu de temps. Donc c'est très important qu'on puisse, grâce à vos dons, garder notre réactivité. Tiens, le virus. Est-ce qu'on le connaît mieux, ce virus, aujourd'hui? Oui ou non? Parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Enfin, moi, celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent ont l'impression qu'on n'avance pas sur ce virus. Si, je pense qu'on le connaît quand même beaucoup mieux. Vous le connaissez beaucoup mieux. Là. Beaucoup mieux. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on peut avoir une connaissance des aspects, ce que j'appellerais fondamentaux du virus, sa structure. Oui. Alors là, maintenant, c'est extrêmement détaillé. Mais ce que tout le monde veut, bien évidemment, c'est des meilleurs tests diagnostiques, des traitements et des vaccins. Et ça prend plus de temps. Alors, nous allons faire le point sur l'épidémie, nous allons faire le point sur les mesures prises, sur les traitements et vaccins, avec vous, professeur Arnaud Fontanet. Mais première question, est-il vrai, vous êtes membre du conseil scientifique, est-il vrai qu'à la demande du professeur Jean-François Delfrécy, le conseil scientifique cessera ses travaux le 30 octobre? Alors ça, je ne sais pas encore où est-ce qu'on en est. Je sais que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé, donc jusqu'en avril. Après, ce que deviendra le conseil scientifique n'est pas encore défini. Mais est-il vrai que Jean-François Delfrécy souhaite que les travaux cessent le 30 octobre? Pour nous, il faut vraiment distinguer en fait. Alors, allez-y. Il faut distinguer le conseil scientifique en lui-même et le rôle qu'il peut jouer, un rôle très transversal, très mobile par rapport à une crise qui demande beaucoup de réactivité. Et puis les personnes qui le composent. Et c'est vrai que nous tous, nous avions déjà dit en juin que voilà, on avait déjà travaillé pendant 4-5 mois dans des conditions assez éprouvantes et qu'il était pour nous temps de nous arrêter. Vous allez vous arrêter vous-même? Et je ne sais pas encore. Je vais vraiment voir où on est comment peut se faire la transition. Ce qui est important, c'est qu'au milieu d'une crise, au niveau où elle est aujourd'hui, il faut que cette transition se fasse bien. Oui. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait effectivement des nouvelles personnes dans le conseil scientifique, parce que il faut aussi qu'il y ait des idées nouvelles qui arrivent, qu'il y ait des nouveaux paradigmes. Parce que vous usez, si je puis dire. Vous êtes contesté aujourd'hui. Vous entendez ça et là. Je vais y revenir avec la création d'un conseil scientifique à Marseille. Vous êtes contesté, professeur Fontanet. Tout à fait, et c'est normal, ça fait partie de la vie démocratique et il faut que tous les avis puissent s'exprimer. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Ce qui est important pour moi, en revanche, ce serait de ne pas me tromper. Si je me rends compte effectivement que les avis que je donne sont complètement à côté de la plaque, bien sûr, je me retirerai. Je pense que pour l'instant, avec le conseil scientifique, quand on relit les avis qu'on avait écrits de mai à juillet dernier, les choses se passent finalement telles que nous les avions prévues. Donc je crois qu'on avait quand même un modèle de pensée qui était valide par rapport à l'évolution de l'épidémie. Après, ce qui est important, c'est des idées nouvelles, parce que c'est vrai que nous, on tourne en rond un petit peu avec des mêmes recettes, donc on a besoin de faire venir des gens qui pourraient nous aider sur des aspects où nous avons échoué, en termes de communication, par exemple, où on sent bien que la défiance est installée vis-à-vis avec la population. Et j'entends... Des scientifiques en général. Des scientifiques en général. La défiance est là. C'est la raison pour laquelle il est bien difficile, plus difficile aujourd'hui qu'au printemps, de faire accepter des mesures strictes. Alors, je crois que on est peut-être sur une nouvelle évolution quand même maintenant. C'est-à-dire que on nous a beaucoup raconté pendant le mois de septembre qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, que le virus avait muté et beaucoup de choses qui... Des scientifiques l'ont dit. Des scientifiques pendant tout l'été. Bon, nous-mêmes sommes restés toujours extrêmement prudents avec le conseil scientifique et comme je vous le disais, dès juillet, nous disions aux métropoles, parce qu'on savait que ça se passerait dans les métropoles, de se préparer pour le retour du virus à la rentrée. Les projections que nous avions dès début septembre nous montraient bien qu'on était sur une phase exponentielle et qu'irrémédiablement on arriverait à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue, ce que j'espère, c'est qu'au moins maintenant, il n'y a plus vraiment de doute dans l'esprit de la population par rapport au fait que le virus est de retour et qu'il faut agir. Si je prends les chiffres très simplement pour comparer, deuxième semaine de juillet, il y avait moins de 10 personnes qui étaient admises en réanimation chaque jour.
Aujourd'hui, c'est 150 personnes qui sont admises en réanimation chaque jour. Au 1er novembre, ce sera 400 si rien n'est fait. 400 au 1er novembre. C'était combien au mois d'avril, au cœur de la crise? Au cœur de la crise, si on retourne, là il faut vraiment retourner à la mi-mars. En réanimation, je ne pourrais pas vous dire les chiffres exacts, mais on avait plusieurs milliers de personnes admises en hospitalisation chaque jour. Oui. Et la réanimation, on était sur des chiffres... bon, je ne pourrais pas vous dire les chiffres, je préfère pas me tromper. Bon, aujourd'hui, on a 1400 malades en réanimation. En France, on est monté jusqu'à 7000 en réanimation, je me souviens, au cœur de la crise, en réanimation. Les dernières 24 heures, 70 morts, ces dernières 24 heures. Alors, beaucoup disent, mais le nombre de morts semble moins important par rapport au nombre d'hospitalisations si l'on compare tout cela avec le printemps. C'est vrai ou pas? Alors, il y a eu des progrès dans la prise en charge des patients. Aujourd'hui, avec les anticoagulants, avec la corticothérapie, avec l'oxygénothérapie à haut débit, sur les formes graves, on a des progrès. Néanmoins, les morts, elles vont être différées. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a effectivement 1400 personnes en réanimation, on va avoir inévitablement des personnes qui vont décéder dans les jours qui viennent et ça prend effectivement un peu de temps malheureusement. Malheureusement. Bien, les mesures, fermeture. On va prendre Paris et les départements de la Petite Couronne. Les mesures sont claires depuis hier, enfin claires. Pas toujours pour tout le monde. Fermeture des bars, donc les restaurants vont pouvoir continuer à ouvrir avec un protocole sanitaire extrêmement strict. Les patrons de bars ne comprennent pas. C'est vrai qu'asseoir des clients à une table pour boire un verre et asseoir des clients à une table pour manger, ça me semble être la même chose, non? Arnaud Fontanet, moi je ne comprends pas. Vous comprenez, vous? Tout est une question de distance. Oui. Et là, je vous laisse juge parce que moi-même, je n'ai pas de... Je suis patron de bar, je ne comprends pas. Si vous êtes en mesure de garantir à la fois plus d'1 mètre de distance entre les personnes, que les personnes, quand ils ne consomment pas, portent un masque, que les lieux soient extrêmement bien ventilés, alors effectivement, il y a une marge de manœuvre. Si vous réalisez que, inévitablement, à un moment ou à un autre, les distances ne seront plus respectées, les masques ne seront plus portés, il ne sera pas possible d'aérer, vous êtes dans des circonstances où la transmission se produit. Une assiette de frites, est-ce que je suis bar ou restaurant? Vous voyez, non, c'est toute la difficulté de ces mesures-là. De distinguer un bar d'un restaurant, c'est toute la difficulté. Bien, zone d'alerte maximale, zone d'alerte renforcée. Il y a d'autres mesures. Alors, je voudrais revenir sur les mesures concernant les restaurants. 1 mètre entre chaque table. 6 personnes, pas plus. 6 convives, pas plus. Puis... ces registres. Alors, ces registres où on doit inscrire, où les clients doivent inscrire leur nom, leur téléphone, leur mail, leur adresse mail, leur adresse postale, ça fait râler, hein. Contestation, ça y est, nos libertés individuelles sont touchées. Est-ce que c'est indispensable? Alors, c'est fait déjà dans beaucoup de pays. Et qu'est-ce que ça permet? C'est que le problème du restaurant, c'est que c'est souvent un lieu un peu anonyme. En dehors des personnes qui étaient à votre table, vous ne savez pas qui était autour de vous. Nous, au moment où il faut faire du traçage, quand je dis nous, en fait, c'est Santé publique France, c'est l'Agence régionale de santé. Lors d'un cluster, si vous êtes sur une fête familiale, si vous êtes sur un événement professionnel, vous retrouvez facilement les individus. Si vous étiez dans un bar ou dans un restaurant, c'est extrêmement difficile de retrouver les individus. Donc c'est indispensable. Donc c'est effectivement indispensable, en tout cas très utile. Bien, mais a-t-on vraiment plus de risques d'être contaminé dans un bar que dans les transports en commun ou que, je ne sais pas moi, ou que dans une fête clandestine? Il y en a beaucoup, vous avez vu le reportage du Parisien ce matin, j'ai trouvé formidable. Des fêtes clandestines qui sont organisées ici ou là dans des appartements loués pour l'occasion, où il n'y a aucune mesure de distanciation et aucune protection. Alors c'est là où je pense qu'il faut sortir du jeu du chat et de la souris, de c'est interdit, je vais me cacher ailleurs, etc. Et rentrer dans la responsabilité individuelle. Maintenant qu'il n'y a plus de doute sur le fait que le virus est revenu, que l'épidémie repart, et que ce débat, pour moi en tout cas, est clos. On est dans une situation où il faut agir. J'en appelle à la responsabilité individuelle. On pourrait échapper à toutes ces restrictions et interdictions si nous faisions tous attention. Et quand je dis faire attention, c'est faire sa propre introspection, c'est te dire quand est-ce que je me mets à risque. Je me mets à risque quand je suis avec un contact étroit, moins d'1 mètre, avec des gens sans masque, dans un lieu qui n'est pas aéré. Et où est-ce que sont ces circonstances? Eh bien, c'est souvent quand je rencontre des gens de ma famille, quand je rencontre des amis. Et là, je crois qu'on peut tous agir. Il faut gagner. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les mesures qu'on prend, on a diminué de 50% nos contacts potentiellement infectants. C'est ce qu'on peut calculer à partir de ce fameux nombre de reproductions qui est passé de 3 à 1,3. Il faudrait diminuer de 65% nos contacts potentiellement infectants.
On a diminué de moitié, il faut diminuer des 2 tiers. Donc vous dites encore un effort. Encore un effort. C'est pas un effort surhumain. Nos voisins le font. Si vous regardez l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, la Suisse, ils arrivent à contenir l'épidémie sans mesures particulièrement contraignantes, en tout cas qui relèvent d'obligations de fermeture, etc. Mais ce qu'ils font, c'est effectivement donc interdire les rassemblements. Chacun doit être conscient de cela. Chacun doit être conscient. Moi, je comprends très bien que pour les Français, ça a été difficile de se faire une opinion dans le mois qui vient de s'écouler parce qu'ils entendaient tout et n'importe quoi avec des gens qui leur disaient que l'épidémie ne repartait pas, etc. Maintenant qu'on sait que l'épidémie est repartie, j'en appelle à la responsabilité individuelle et je suis sûr que les Français vont jouer le jeu parce que ce qu'ils avaient besoin, c'est de comprendre la situation. Professeur Fontanet, vous parlez de propos tenus ici ou là par des scientifiques, certains scientifiques qualifiés de rassuristes. Vous avez vu peut-être le journal Libération hier, qui affirme que les restrictions à la vie sociale sont inutilement liberticides face à une maladie qu'ils jugent à bout de course. Que leur répondez-vous ? Moi, je leur réponds simplement les chiffres que je viens de vous donner. Si on a 150 hospitalisations en réanimation chaque jour, si on a 1500 lits occupés, un tiers des lits de réanimation du territoire français, alors que ces lits, ils sont aussi utilisés pour d'autres patients, des patients notamment qui avaient différé des interventions de neurochirurgie, de chirurgie cardiaque, de chirurgie pour des cancers, parce que les lits étaient occupés par la Covid, et les personnels soignants qui sont épuisés, on n'arrive plus à recruter dans les services de réanimation. J'invite les rassuristes à aller visiter des services de réanimation et à se faire une opinion par eux-mêmes. Professeur Fontanet, vous êtes un anti. Je vous dis ça parce que Samia Ghali, qui est adjointe à la maire de Marseille, qui est élue marseillaise, vous qualifie au conseil scientifique de nanti parisien. Et d'ailleurs, la ville de Marseille souhaite créer un conseil scientifique marseillais en quelque sorte. Que lui répondez-vous ? C'est utile, ça ? C'est bon. Alors, ce que je réponds, c'est que Didier Raoult, qui fait partie encore d'ailleurs du conseil scientifique, ou pas ? Vous ne le voyez plus. Vous ne le voyez plus. On ne le voit plus. Non. Ouais, vous ne le voyez plus. Bon, d'accord. Et ce que je pense, c'est que je suis très très favorable à la concertation au niveau local, parce que les deux solutions, elles sont locales par rapport à des métropoles qui sont touchées de façon très différente. Que les élus locaux, que les personnes qui travaillent dans le champ sanitaire, que l'agence régionale de santé, que le préfet, que toutes ces personnes se rencontrent et que des scientifiques locaux se rencontrent et décident comment appliquer localement des mesures, ça me va très bien. En revanche, l'annonce un peu officielle d'un conseil scientifique presque en opposition, à mon avis, ne peut que rajouter de la confusion. Les Français n'ont pas besoin de confusion. Donc la concertation locale, ça me paraît très bien. Là, je vais être un peu ironique. Est-ce que le virus à Marseille est le même que le virus à Paris ? C'est le même. C'est le même. Et il se comporte de la même manière. Et il faut comprendre que le conseil scientifique que nous avons donc en France, il ne travaille pas seul. Nous, on est en permanence en contact avec nos collègues étrangers. Nous nous rencontrons entre conseils scientifiques européens pour comparer les mesures. Et avec des médecins marseillais. Et on rencontre avec des médecins marseillais. On était et vraiment, ce que je veux dire, c'est que les avis que nous proposons, qui sont une analyse de la situation épidémiologique et des suggestions, ils sont pris en se basant sur la littérature scientifique qui, elle, est internationale, sur des discussions qu'on a tous avec nos collègues partout dans le monde, et évidemment avec aussi nos collègues en France, où qu'ils soient. Oui, alors, tiens... parlons du Covid. Le Covid peut se propager dans l'air, c'est ce que je lis. Le Covid peut se propager dans l'air, c'est ce que confirment les autorités sanitaires américaines. Vous êtes d'accord avec ces conclusions ? Meilleure prise en compte de ce risque, il faut une meilleure prise en compte de ce risque ? Le Covid peut se propager dans l'air ? Alors ça peut paraître surprenant, parce que ce que les gens ne comprennent pas tout à fait dans cette nuance que rajoute maintenant le Centers for Disease Control américain, c'est que ce sur quoi nous étions tous d'accord, c'est que ces fameux postillons qu'on envoie à 1 mètre en France, 2 mètres aux États-Unis, eux, effectivement, peuvent être contagieux. Mais ce qu'on ne savait pas, et c'est là où il y a un débat scientifique, c'est est-ce qu'il y a des particules infectantes qui peuvent rester en suspension dans l'air ? C'est ça qu'on entend par transmission aérienne, les aérosols. Et là-dessus, il y a eu un débat scientifique qui dure depuis le début, depuis mars, où maintenant, de plus en plus de preuves s'accumulent pour dire qu'effectivement, la transmission par ces aérosols est possible. On la voit dans les milieux confinés. C'est parce que ces gouttelettes et ces particules restent combien de temps dans l'air ? Est-ce qu'on le sait ? Les gouttelettes, elles tombent rapidement. C'est celles qui font une distance d'1 mètre, elles tombent. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elles contaminent les surfaces, qu'il faut les nettoyer et se laver les mains. Les aérosols, on ne sait pas combien de temps ils restent dans l'air. On pense que ça peut être de quelques minutes à quelques heures. Et c'est là que effectivement surviennent ces fameux clusters dans des milieux fermés où on a vu jusqu'à 20 personnes s'infecter alors qu'elles n'avaient pas eu de contact étroit. Est-ce que vous dites, comme les scientifiques américains, que le virus peut se propager dans
l'air. Ah oui, ça on le dit déjà depuis avril, depuis que les premières... Bon, c'est confirmé. Disons, j'entends que ça a été vraiment suspecté fortement à partir d'avril, et depuis juin on le dit partout, et c'est pour ça qu'on propose de porter un masque en milieu fermé. Pourquoi n'est-il pas question d'envisager laisser le virus circuler librement ? Laisser le virus circuler librement, ça veut dire que certains défendent cette théorie. Alors, ce serait effectivement de permettre au virus d'infecter suffisamment de personnes pour qu'il s'arrête de circuler. Le problème, c'est que pour qu'il s'arrête de circuler, il faut qu'il y ait au moins 50% de la population qui s'infecte. Et pour la France, selon la létalité, c'est-à-dire la proportion de personnes qui décèdent une fois qu'elles ont été infectées, ça représente de 100 à 450 000 morts. Donc ce choix de laisser le virus circuler librement, il est associé avec une mortalité considérable et évidemment une saturation des services de réanimation. On n'en veut pas, ce d'autant que les mesures dont on parle maintenant, je l'espère, vont être des mesures temporaires, parce qu'il y a quand même des solutions qui se profilent à l'échelle de quelques semaines ou quelques mois, en traitement ou en vaccin. En traitement, en vaccin. On va en parler, justement, traitement. Vous avez suivi l'aventure Donald Trump. Je dis l'aventure parce qu'on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il a été contaminé, quand est-ce qu'il a été hospitalisé, ce qu'il a reçu. Alors, ce qu'il a reçu comme traitement administré, Régénéron, Remdesivir et Dexaméthasone. Oui, c'est un corticoïde, ça. Alors, plus 6 ou 7 autres traitements. Vous connaissiez tous ces traitements ce cocktail a surpris. De façon assez... il y a certains que je connaissais de façon très marginale parce qu'ils n'ont aucune preuve d'efficacité. Le seul traitement vraiment efficace dans ce qu'il a reçu, connu, c'est la dexaméthasone pour la prévention... Corticoïde pour la prévention des fameuses pneumopathies inflammatoires du 19e jour qu'on donne dans les formes graves. Il a reçu également du remdesivir dont on sait qu'il raccourcit un petit peu la durée d'hospitalisation mais qui a un effet probablement assez modéré. Et il a reçu des anticorps monoclonaux qui, eux, se donnent effectivement avant le développement de formes graves, qui sont pour l'instant des traitements à titre expérimental. Ils sont donnés en essai clinique. C'est des traitements prometteurs, effectivement, ces anticorps monoclonaux, mais ils n'ont pas encore été complètement évalués. Oui, Donald Trump qui a retiré son masque en sortant de l'hôpital et qui a appelé les Américains à sortir. Tout de suite. Alors ça, c'est vraiment en campagne. C'est franchement très malheureux parce que, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, je pense que beaucoup d'Américains de l'âge et du poids de Donald Trump auraient aimé bénéficier de la même qualité de soins que lui. C'est quand même un pays où il y a déjà eu 200 000 morts. Et autant Boris Johnson, une fois qu'il avait fait cette maladie, était revenu quand même avec un état d'esprit différent par rapport au nouveau coronavirus. On va attendre un petit peu, mais j'ai peur que Donald Trump, en tout cas pour les premiers signes qu'il donne, n'ait pas retenu la leçon. Donc les traitements, où sont les avancées ? Alors les traitements... Les corticoïdes, on vient d'en parler. Voilà. On a quand même divisé par 2 le passage de l'hospitalisation à la réanimation. 30% des personnes hospitalisées passées en réanimation en mars, on est à 15% maintenant. Alors ça tient beaucoup aux anticoagulants et aux corticoïdes, qui vraiment ont été pour l'instant les chevilles ouvrières de ça. Et puis les patients en réanimation, avec l'oxygénothérapie à haut débit, ont pu ne pas être intubés pour un certain nombre d'entre eux. Et là aussi, c'est un progrès. Les traitements, on voit arriver ces fameux anticorps monoclonaux, qui sont aujourd'hui en cours d'expérimentation. Je pense qu'on aura les résultats d'ici 2 mois. Et là, je pense qu'il peut effectivement y avoir des avancées. Donc des traitements efficaces à la fin de l'année ? Ça, ce sont des traitements, les anticorps monoclonaux, qu'on donne avant pour les formes relativement bénignes et qui diminuent le risque d'hospitalisation. Le problème, c'est leur coût. Mais c'est une injection intraveineuse. Et puis, il y a d'autres traitements à base d'interférons, de traitements anticytokines. Il y a même un traitement des pancréatites qui, de façon assez curieuse, que les Coréens ont identifié et semblent donner des résultats une fois de plus prometteurs. Pour l'instant, rien de tout ça n'est confirmé, mais il y a des pistes. Et les vaccins ? Je sais que l'Institut Pasteur développe 3 vaccins aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes ? Alors les vaccins aujourd'hui, à l'échelle mondiale d'abord, il y en a 9 vaccins qui sont dans ce qu'on appelle la phase 3, c'est-à-dire où on évalue si réellement ces vaccins protègent contre l'infection. C'est à chaque fois à peu près 30 000 personnes tirées au sort, 15 000 reçoivent le vaccin, 15 000 reçoivent un placebo, et on regarde si le taux d'infection est plus faible chez ceux qui sont vaccinés. Et on connaît les premiers résultats ? Non, on les aura début janvier. Alors je sais qu'il y a beaucoup de pression avec les campagnes électorales aux États-Unis, un peu partout, mais de façon réaliste, ces résultats n'arriveront que début janvier. Après, si l'important, la priorité, c'est que les vaccins soient sûrs. Un vaccin se donne à quelqu'un qui est en bonne santé. Il faut absolument que ces vaccins soient sûrs. Une fois que les vaccins sont sûrs, on regarde leur efficacité. La FDA américaine, Food and Drug Administration, a dit s'il y a des vaccins qui sont 50% efficaces, on les garde. Et après, il y aura des progrès. C'est-à-dire que c'est pas une course où
le premier arrivé prend tout. Non, c'est le premier arrivé, on démarre, on produit, on distribue, et puis il y a d'autres vaccins qui vont arriver, et petit à petit s'améliorer. Et donc c'est quelque chose qu'il faut voir aussi sur le long terme. Et vous êtes dans la course, évidemment, à l'Institut Pasteur, dans cette course au vaccin. Le vaccin, un mot pour terminer sur le vaccin contre la grippe. Doit-il être... D'abord, la grippe, vous la connaissez mieux. À chaque fois que vous venez, je vous pose la question, ça va cette année? Elle s'annonce, le virus s'annonce... L'épidémie de grippe démarre plutôt décembre-janvier, hein, donc c'est trop tôt pour voir. Mais vous connaissez déjà le virus, non? Alors, le virus, ça peut circuler dans l'hémisphère sud parce qu'on se protège contre le coronavirus. Maintenant, ne prenons pas de risques inutiles. Hein. Je pense que le vaccin contre la grippe... Vaccinons les plus vulnérables, par exemple, les plus vulnérables, fragiles. Vaccinons-les, ça évitera de se poser la question, est-ce que c'est une grippe? En priorité? Toujours les mêmes indications, et les personnels soignants également. Bien, merci professeur Arnaud Fontanet d'être venu nous voir pour nous donner toutes ces précisions. Vous êtes sur RMC et BFM TV.